@ANAMORPHOSCI. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la formation des empreintes digitales. Comment se développent-elles et sont-elles identiques à droite et à gauche? Deux jumeaux ont-ils les mêmes empreintes? Peut-on duper les ordinateurs? Un thread, #embryologie, #anatomie, #science. Certains utilisateurs de ces smartphones qu'il faut déverrouiller par reconnaissance tactile, exemple le Touch ID d'Apple, ont parfois rapporté que leur portable avait été déverrouillé avec un autre doigt, voire par une autre personne. Comment est-ce possible? Vous le savez, la surface de la peau de nos doigts, orteils, paume de la main et plante du pied n'est pas lisse. Elle présente des crêtes, des sillons, un véritable pattern caractéristique de chaque structure et à très haut degré d'asymétrie. En science, les empreintes digitales portent le joli nom de dermatoglyphes. Alors, concrètement, qu'est-ce qui forme ces reliefs si caractéristiques? La peau présente plusieurs couches et des contenus spécialisés. Sa surface est influencée par la sortie des canaux provenant de différentes glandes, sébacées, sudoripares, et ces glandes déversent à sa surface la solution aqueuse et lipidique qui laisse les fameuses traces sur les différentes surfaces et que les enquêteurs peuvent recueillir selon différentes méthodes dépendant des conditions ou des surfaces. Plus d'une quarantaine de composants sont décrits dans les sécrétions des glandes, autant d'éléments qui peuvent rester sur un objet, notamment des éléments hydrophobes. Parlons un peu de développement embryologique et vous allez voir, c'est assez fascinant. L'apparition des dermatoglyphes se fait vers la 8-10e semaine de gestation, après l'apparition des bourgeons de membres vers la 6e semaine. Chose étonnante, les motifs des empreintes digitales seraient définitifs environ vers la 24e semaine de grossesse et ne seraient donc plus influencés par l'environnement intra-utérin à partir de ce moment-là. Alors, une grossesse complète, c'est environ 40 semaines. 24e semaine, concrètement, cela signifie qu'à la fin du 2e trimestre, les empreintes digitales sont définitives. Elles vont grandir en taille, croissance de l'organisme oblige, mais les patterns seront déterminés. Et durant notre vie à l'air libre, des petites lésions cutanées, des coupures, des brûlures n'empêcheront pas ces dermatoglyphes de se reformer. Ceci n'est plus vrai pour des lésions plus importantes, puisqu'ils sont présents au niveau du derme, une couche plus profonde que l'épiderme. Vous voulez une anecdote étonnante? Il est possible pour un individu de n'avoir aucune empreinte digitale. On appelle cela la dermatoglyphie. Le case study de Burger relate le cas extrêmement rare d'une Suissesse de 29 ans qui fut diagnostiquée d'adermatoglyphie en voulant se rendre en avion aux États-Unis où l'identification par empreinte digitale était demandée par passeport biométrique. On lui fit passer une batterie de tests et il fut mis en évidence une diminution de la capacité de transpiration localement due à une raréfaction des canaux des glandes sudoripares et sébacées. Incroyable, non? Cette pathologie était due à la mutation d'un gène et fut transmise à 10 individus sur 4 générations au sein de sa famille. Pourquoi sommes-nous asymétriques alors que nos gènes nous présentent à la base une copie plutôt basée sur la symétrie concernant les membres? En fait, certes, notre génotype doit former deux membres identiques, mais symétriques en miroir. Cependant, les conditions environnementales ne sont pas identiques en tout point de l'organisme, même durant la vie intra-utérine, et même entre le petit orteil du pied droit, du pied gauche et le pouce de la main droite. Je vais vous expliquer. Regardez votre visage dans une glace. Les petites déviations du nez, de hauteur des yeux, des sourcils, etc. Tout ceci dénote l'adaptation de notre organisme aux conditions différentes qu'il a pu subir, notamment durant le développement, mais y compris après la naissance. Des conditions différentes durant la vie intra-utérine. De quoi parle-t-on? De très nombreux facteurs pouvant impacter la forme des dermatoglyphes sont invoqués par différents auteurs. Kuken, par exemple, invoque le stress cellulaire qui peut entraîner des proliférations différentes. Je vous donne un exemple concret. Chez le fœtus, imaginez que les pressions exercées sur les tissus, les niveaux d'oxygénation, etc. ne sont pas identiques sur un index de la main qui se gratte la tête et sur le gros orteil qui donne des coups dans le ventre de maman. Par conséquent, on ne peut pas réfuter un côté aléatoire à la distribution des formes particulières, les minuties. Vous vous souvenez? C'est ce qui leur confère ce caractère unique. Parce que oui, l'influence des facteurs environnementaux étant prépondérante, chaque empreinte digitale est différente entre un doigt et un autre sur la même main ou non. Entre un doigt du côté droit et le même du côté gauche, et entre les mains
et pieds. Mieux, les doigts d'une même main peuvent être de familles de formes différentes. Quant aux minuties, leur extrême variabilité et le côté aléatoire de leur distribution font que la probabilité d'avoir les minuties placées exactement au même endroit sur 2 individus différents est extrêmement faible. Même les vrais jumeaux n'échappent pas à la règle. Les facteurs environnementaux intra-utérins différents font qu'ils n'auront pas les mêmes empreintes digitales, même s'ils peuvent présenter des formes plus ou moins proches. Alors, y a-t-il quand même une probabilité pour que 2 individus différents partagent une même empreinte digitale ? En 82, Galton estima cette probabilité à 1 chance sur 64 milliards. Les travaux actuels pensent que ce calcul est très surestimé. La problématique, c'est qu'à ma connaissance, il n'existe pas de preuves mathématiques qui aient été rigoureusement calculées sur ce sujet. Théoriquement, la probabilité est extrêmement faible, mais il est statistiquement possible que 2 individus possèdent la même empreinte digitale, ou plutôt, devrais-je dire, que l'analyse de ces dermatoglyphes fasse ressortir une correspondance identique entre 2 individus différents. Et nous allons parler de méthodes d'identification, notamment automatisé. En France, il existe le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, créé en 1987. De façon générale, ils sont référencés les dermatoglyphes d'individus ayant été mis en cause dans des procédures judiciaires ou alors des traces non identifiées relevées sur des lieux d'infraction. Ces empreintes sont enregistrées pendant 25 ans. Il y a des exceptions à ces délais légaux. En France, cela varie avec les législations des autres nations. L'analyse se base sur des travaux de Locard datant de 1914. Il s'agit d'identifier 12 minuties concordantes et aucune discordante entre une trace et une empreinte. Évidemment, il y a des cas limites entre empreintes partielles, difficultés d'analyse des minuties, etc. La machine fait alors un tri et propose des pré-correspondances, mais c'est toujours à l'enquêteur humain de travailler pour recueillir les données, ordonner la localisation des minuties, confirmer, etc. Pourquoi ? Parce qu'il existe de nombreux facteurs de biais. Alors, comment 2 individus différents pourraient-ils déverrouiller le logiciel de reconnaissance tactile du smartphone ? Premier élément, Apple estime que l'erreur d'un faux positif de son Touch ID est de 1 sur 50 000. On est déjà bien en dessous des calculs d'estimation précédentes. D'autre part, des chercheurs de l'Université de New York et de l'État du Michigan ont développé en 2017 des master fingerprint comme des passes qui réussiraient à créer des faux positifs sur ce type de smartphone dans 65% des cas, ce qui est assez préoccupant. Par conséquent, il n'est pas si rare que 2 empreintes puissent être considérées comme identiques par un algorithme car de nombreux biais peuvent influer sur l'analyse. La position du doigt, l'algorithme lui-même, l'état de la peau, la vasodilatation due à la température ambiante, etc. Il est même expérimentalement possible de faire enregistrer à un ordinateur 2 empreintes différentes alors qu'il s'agit exactement du même doigt de la même personne. Il suffit de multiplier les essais avec des angles d'appui de la pulpe du doigt légèrement différents. On estime alors que la probabilité est trop faible pour que 2 individus différents possèdent exactement le même dermatoglyphe, même si elle reste statistiquement possible. Cependant, les faux positifs sont déjà possibles avec un œil humain averti. Alors, imaginez si l'empreinte est incomplète, si elle est de mauvaise qualité, etc. D'où l'importance des enquêteurs et de l'analyse scientifique pour tenter de déterminer, lorsque c'est possible, le plus de détails possible, les conditions, la main utilisée, etc. Voilà, une petite histoire d'empreintes digitales, d'embryologie et de sciences. Vous le voyez, il existe encore des choses non élucidées, c'est ce qui fait la beauté de la recherche scientifique. Fin de ce thread et merci pour votre lecture.